Bonjour, bienvenue au podcast Le Nord stratégique. Mon nom est Éric Sauvé, président d'Innovigo et vétéran des Forces canadiennes. Aujourd'hui, je reçois Marc Dauphin, qui est un vétéran des Forces canadiennes. Marc, il a plusieurs titres. Marc était médecin, urgentologue, médecin militaire, historien, romancier. Est-ce que j'en oublie, Marc? Oui, mais tu n'as mis un de trop. Un de trop? Un de trop. Ouais, historien, je ne suis pas historien. Ouais, mais je me qualifie d'historien parce que j'ai un bac en histoire. J'imagine que c'est la même chose pour toi. Je n'ai pas de bac en histoire. C'est OK. pour ça que je ne suis pas un historien. Alors, OK. tu sais c'est quoi un historien? Je ne suis pas un historien. Tu peux me dire que je suis un vulgarisateur d'histoire, un groupie d'historiens, un fan d'histoire, D'histoire militaire aussi, si je ne me trompe pas. surtout de l'histoire militaire. Excellent. Ben, en fait, c'est pour ça qu'on reçoit Marc aujourd'hui. On le reçoit parce que je l'ai découvert à travers les réseaux sociaux pour ses posts sur l'Ukraine. Marc est très, très prolifique sur l'Ukraine. Je sais que tu suis le conflit probablement depuis le début, depuis l'invasion russe. Alors, si on avait des gens qui ont perdu le fil, disons, dans la dernière année, est-ce que tu pourrais nous faire le bilan de ce que tu vois sur le terrain? Rapidement, on en est rendu à l'Ukraine a l'avantage. Est-ce que ça veut dire que l'Ukraine a gagné? Non. Est-ce que ça veut dire que la Russie a perdu? Oui. La Russie a perdu en février-mars 2022 lorsqu'ils n'ont pas réussi à prendre Kiev. En fait, lorsqu'ils ont échoué à prendre l'aéroport de Gostomel et qu'ils ont échoué à prendre Kiev et qu'ils ont dû retraiter de Kharkov ou de Kharkiv, Mhm. excusez, parce que la majorité de mes connaissances en histoire sont de la Deuxième Guerre mondiale OK. et j'ai encore tous les noms russes en tête. D'ailleurs, je baragouine le russe, mais je ne parle pas ukrainien. OK. Ça fait que c'est assez spécial. Ce qu'on sent sur le terrain, comme tu as mentionné, c'est que le vent a tourné. Pour faire une analogie avec le sport, le momentum est rendu dans l'autre équipe. Est-ce que tu penses que c'est. Tu as l'air de dire que c'est pas temporaire, que c'est permanent, que l'Ukraine pourrait peut-être déclarer victoire par rapport à ce conflit-là? C'est possible, c'est même probable, à moins que quelqu'un tire un lapin d'un chapeau et dise voici de la magie. Mais présentement, l'Ukraine a non seulement le momentum, ils sont en train de détruire une grosse partie de l'infrastructure russe avec leur bombardement stratégique. Hein, ce qu'on faisait Oui. à la Deuxième Guerre, on envoyait des tonnes de bombardiers bombarder les villes et les usines allemandes et japonaises. Les Ukrainiens le font avec des drones, des missiles de croisière. Et ils sont en train de paralyser l'industrie de raffinage russe. On manque de gasoline et de diesel et de jet fuel un peu partout en Russie. Évidemment, ce sont les deux grosses villes, Saint-Pétersbourg et Moscou, qui sont affectées en dernier. Mais dans les campagnes, dans les régions, dans les provinces, on manque sérieusement de carburant. Mhm. Il y a des lignes d'attente, des files d'attente jusqu'à 30 kilomètres à certains endroits. Il y a de nombreuses vidéos de Russes qui se battent là, entre eux pour essayer pour une place. C'est le chaos de ce côté-là. Et l'importance de l'approvisionnement en carburant, c'est pour d'abord la nourriture. La Russie est énorme. Ce n'est pas un pays qui est autosuffisant au point de vue alimentaire. Ils dépendent des importations et il faut qu'ils les acheminent dans toutes ces villes et ces villages-là. L'autre chose, c'est pour l'approvisionnement, évidemment, des forces armées. Et un endroit où l'Ukraine a frappé, et ça depuis 2023, dès qu'ils ont commencé à avoir des missiles de croisière ou des drones qui étaient capables d'aller un peu plus loin, dès 2023, ils se sont acharnés à isoler la Crimée, euh, qui a fait partie de Mhm. l'Ukraine jusqu'en 2014. Ouais. Et ils ont coupé d'abord les missiles, les défenses antiaériennes. Ça, c'était la première étape. Alors, ils se sont acharnés. Et à chaque fois que les Ukrainiens en détruisaient un ou deux systèmes, les Russes le remplaçaient avec un autre. Puis à un moment donné, on se demandait, coudon, il y en a combien de ces systèmes-là, des S-300 puis des S-400? Et une fois qu'ils ont eu fait ça, ben, ils avaient pas mal la maîtrise du ciel. Alors, ils ont commencé à couper les ponts
couper les routes, couper les chemins de fer, couper l'approvisionnement. Et là, depuis une semaine, ils coupent l'approvisionnement par mer parce qu'ils dominent la mer Noire. Oui, L'Ukraine est probablement le seul pays au monde qui n'avait pas de marine de guerre qui a pris contrôle de, de la mer Noire, qui oui, a pris qui est contrôle. énorme. C'est énorme, grosse affaire, cette affaire-là. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir au bombardement stratégique? Ben, je sais que tu t'intéresses à l'histoire. Bombardement stratégique, Deuxième Guerre mondiale, l'idée derrière la théorie, c'est qu'on frappait les populations civiles dans le but de briser la volonté. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça a l'effet inverse. Ça stimule la population qui se sent impliquée en temps de guerre. Ce qu'on voit du côté de la Russie puis de l'Ukraine, oui, il y a des bombardements loin du front, mais les Russes, à moins que je me trompe, ont tendance à bombarder les civils style Deuxième Guerre mondiale, mais les Ukrainiens, c'est plus ciblé. Tu parlais d'infrastructures énergétiques, de ponts. Dans le fond, les Ukrainiens, sans leur donner le haut du pavé, cherchent plus des infrastructures qui vont aider à l'effort de guerre. C'est une question de mentalité. Les Russes, c'est une mentalité du au plus fort la poche, hein. La Russie, c'est un pays qui est très brutal, qui fonctionne en pyramide, un peu comme la mafia. Et pour eux, c'est logique de taper sur les plus faibles. On voit ça dans leur mentalité, on voit ça ailleurs, là, dans certains dictateurs, des tyrans, etc., ou certains qui veulent être dictateurs. Mais ils ont tendance à frapper sur les civils parce qu'ils disent ça fonctionne. Quand je tape sur une bonne femme, à un moment donné, elle finit par se laisser faire. Puis, alors, c'est leur mentalité. Et donc, ils tapent sur des écoles, des hôpitaux, des blocs appartements, des centrales de chauffage, des centrales électriques, etc. Les Ukrainiens, ils veulent faire partie de l'Occident. Mhm. Il y a une partie de l'Ukraine, la partie occidentale, qui a toujours fait Ouais, partie de justement, l'Occident. j'avais amené une carte qu'on peut Oui, mettre. parce que l'Ukraine, c'est pas un pays qui est d'un seul bloc, hein. Il y a Oui, plusieurs régions dans l'Ukraine. Là, on parlait de la Crimée. Mais dans l'ouest de l'Ukraine, là, la partie qui ressort, c'est protégé par une chaîne de montagnes qui est presque aussi haute que les Alpes, les Carpates. OK. Et derrière ça, il y a des Hongrois, il y a des minorités polonaises, etc. Le nord de l'Ukraine, la frontière entre la Bélarus, qui est droite, 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 c'est impassable. C'est les marais du Pripyat. OK. La Wehrmacht est passée au nord du Pripyat et au sud du Pripyat, mais tu ne passes pas au travers, du OK. nord au sud. Et le premier passage du nord au sud, il est où est Kiev, là, Mhm. au nord de Kiev. Et c'est là que d'ailleurs que les Russes ont attaqué. Et ils n'ont pas attaqué plus loin. C'est Ouais. impossible d'attaquer dans les marais. Dans l'Est, vous avez des minorités qui sont russophones, Mhm. mais qui se sont habitués à vivre en Ukraine parce que le niveau de vie en Ukraine en 2014, pardon, était beaucoup supérieur à celui en Russie. En fait, il y a beaucoup de soldats russes qui rapportent justement à leurs familles, qui sont impressionnés du niveau de vie, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils arrivent sur le front, il y a des documentaires là-dessus. Ils parlent de gens qui sont habillés à l'européenne, qui ont de l'argent. C'est un peu un choc pour eux. Et donc, les Ukrainiens voulant s'intégrer davantage à l'Occident, c'est d'ailleurs ce qui a donné les manifestations de 2014 à Maïdan, 2013 ou 2014, ils veulent s'intégrer. Donc, ils se disent, on va respecter les règles de l'Occident. On va éviter de bombarder des civils pour rien. Alors, on va bombarder des industries qui fabriquent de l'armement, on va bombarder des raffineries, des dépôts de pétrole. Puis là, on dirait qu'ils ont découvert ça en 2024. Hey, si on bombarde des raffineries, les Russes ne sont pas autosuffisants en produits raffinés. On va leur couper l'herbe sous les pieds. Et là, ils ont intensifié ça graduellement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée de faire sentir la douleur à Moscou puis Saint-Pétersbourg? On entend souvent ça que la guerre va se régler quand les oligarques et les jeunes des villes vont se rebeller contre le gouvernement de Poutine. Oui, quand on va se rebeller contre le Godfather, effectivement. Mhm. Mais qui va le faire en premier? Qui va oser? Parce que ces gens-là, d'habitude, sont invités à boire du thé au Polonium ou à un meeting au 17e étage, Près d'une fenêtre. près d'une fenêtre. Alors, c'est un jeu des nerfs. C'est pas drôle. Mais les Ukrainiens, dans le fond, j'ai mis la carte aussi, une image que j'ai, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais ça ressemble un peu les images qu'on voit de tranchées à la Première Guerre mondiale. Littéralement, des soldats
Ukrainiens et Russes, pas très loin l'un de l'autre. Il y avait un documentaire, 2000 mètres vers, je me souviens plus vers, quel endroit, qui me faisait penser Première Guerre mondiale, mais à l'exception près que des machines volantes, des drones qui survolent. On parle maintenant d'un 35 à 50 kilomètres derrière les lignes ennemies, Ça 100 kilomètres, où les combattants qui s'approchent de la ligne de front ne sont plus invisibles. et ça ressemblait à la Première Guerre mondiale pendant un certain temps. Ça ne ressemble plus Mmh. à la Première Guerre mondiale. C'est une guerre de troglodytes. Les gens sont complètement en dessous. Il faut éviter de se faire retrouver. L'ennemi a des drones avec capacité de vision infrarouge. Mmh. Ils ont des détecteurs d'ondes pour les drones. Ils ont des détecteurs d'ondes radio. Alors, les antennes sont loin des abris. Même sortir la nuit, c'est dangereux. Évacuer les blessés, oublie ça. Entre 2014 et 2022, le Canada a été très, très, très impliqué à donner de la formation à l'armée ukrainienne sur l'évacuation des Mmh mh. blessés. Parce qu'on était bon là-dedans. On a été les meilleurs là-dedans Mmh. avec les Américains. Et ça ne s'applique plus. Toutes les règles qu'on leur a données, toutes les façons de faire qu'on leur a données ne s'appliquent plus. Ouais. Fait que sortir des blessés, une, grosse tâche. Ben, en fait, c'est un sujet que je voulais aborder avec toi de ton expérience de médecin militaire. Heu, Est-ce que tu vois justement des taux élevés de pertes parce que les blessés ne sont pas traités à temps? On parle là, littéralement de ces jours-ci de 1000 pertes par jour du côté russe. Puis ça, je me fie à plusieurs sources. 1500 à 1600. C'est ça, on parle de plus que ça, mais il faut s'entendre, les blessés et morts en même temps. C'est pas mal la même affaire du côté russe. À partir de 2023, ils avaient déjà commencé à ne pas évacuer leurs blessés. OK. Donc, ils les laissent sur Ils place, les laissent sur place avec la gangrène et tout. pour enrichir la terre d'Ukraine, comme à la Deuxième Guerre, OK. comme à la Première Guerre. Quoique la Première Guerre, ça ne s'est pas rendu jusque-là, là, Mmh. la bataille, mais la Deuxième Guerre, oui. Et même les gars qui sont blessés, mais ambulants, c'est-à-dire le gars Qui peuvent se déplacer, qui là. peut se déplacer, Ouais. lui, ben, il y a des troupes qui les attendent en arrière pour les empêcher de retraiter et qui les abattent. Oui, mais je suis blessé, paf! Mmh. Alors, c'est 15 à 1600 pertes par jour. La majorité sont des morts. Parce que c'était des blessés qui deviennent des morts sur le champ de bataille, on s'entend. Ouais. À la Première Guerre, le temps d'évacuation d'un blessé d'une tranchée vers les premiers traitements, qui sont les postes, qui étaient les postes les premiers postes sanitaires de Mmh. bataillon ou de brigade, Ouais, c'était environ 12 à 16 heures. ouais, qui est énorme aujourd'hui. Et en plus, tu avais des chevaux. Puis dans l'intestin des chevaux, ben, tu as des bactéries. Puis parmi ces bactéries-là, tu as des bactéries qui sont anaérobes, c'est-à-dire qu'ils vivent sans oxygène. OK. Et parmi ça, tu as la gangrène et le tétanos. Alors, Clostridium perfringens, qui est la gangrène, puis OK. Clostridium tetani, qui est le OK. tétanos. Alors, puis il n'y avait pas d'antibiotiques. Est-ce que du côté ukrainien, c'est quand même mieux? Parce que tu parlais tout à l'heure que c'est un pays qui veut vivre à l'occidental, se transformer un pays de l'OTAN. Est-ce qu'il y a un meilleur traitement justement de ces pertes sur le champ de bataille, selon ce que tu vois? On ne le sait pas. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de sécurité opérationnelle de Ils sont l'OPSEC du côté ukrainien. incroyablement solides en sécurité opérationnelle. J'ai vu il y a 2 ou 3 semaines un documentaire en Ukraine qui était filmé dans des hôpitaux français en Ukraine où ils réparent ce qu'on appelle les gueules cassées. Alors, OK. les blessés du visage, parce que les Français ont une grande expertise là-dedans. Alors, quand il te manque la moitié du visage, eux, ils vont le reconstruire avec de la peau prise d'ailleurs, etc. OK. C'est tout le job. Et c'est un documentaire d'une couple d'heures. Alors, on les voyait travailler. C'était intéressant d'entendre les commentaires des soldats parce que, comme on disait tantôt, 22, 23, même 24, ça ressemblait à la Première Guerre, sauf que ça ressemblait pas à comment nous, on se battait à la Première Guerre. Nos gars à la Première Guerre, ils étaient 5 à 7 jours maximum dans les tranchées. Après ça, on les sortait en arrière Il y avait une rotation à qui se faisait. 15-20 km du Ouais. front. Là, les gars faisaient ce qu'ils voulaient pendant 5 jours, dormir, manger, se laver.
ce qui étaient les activités qui leur manquaient le plus. Et puis après ça, pour les remilitariser un peu, après leurs 5 jours de farniente, et on les remettait en deuxième ligne, puis là, on les préparait, puis là, ils retournaient en avant. OK. Mais les Ukrainiens, eux, il y a des gars là, qui étaient en première ligne constamment pendant des mois, des On a 6, 8, vu 10 mois. C'est on a vu épouvantable. des images de jeunes dans la vingtaine, trentaine avoir l'air cadavériques parce qu'ils ont passé des C'est mois. épouvantable. Et comme tu as mentionné aussi, c'est pas juste des tranchées, ils sont carrément ils vivent sous terre. Sous terre. Et toute sortie, même pour aller uriner, est un danger. C'est dangereux. Ouais. C'est dangereux, ça fait qu'on a des chaudières, puis si tu es blessé, comment tu vas faire pour sortir? Ouais, est-ce qu'il y a des moyens d'évacuation, Oui, on de ramener commence. les gens? Parce que toi, je sais que tu étais commandant du rôle 3, donc tu étais à l'avant, mais est-ce qu'il y a moyen de ramener les gens vers Kiev pour Oui, les traiter? et c'est très récent. C'est très récent. Ça va, c'est une question de géométrie. Une verge, c'est 3 pieds. Une verge carrée, par contre, c'est 9 pieds carrés. Une verge cube, on multiplie ça, c'est 81. Hein, 9 fois 9, 81. Fait que là, tu as beaucoup plus de place dans un cube d'air que sur une surface. Alors, les drones, ils chassent sur une surface. Dans un cube d'air, l'espace aérien, c'est grand. Et donc, on a commencé à inventer des drones qui vont chercher les gars en avant. Les Allemands les ont même, il y a même une compagnie allemande qui les a fermés comme une ambulance. Le drone va se poser, tu mets le gars, puis il repart. OK. Il est beaucoup plus difficile à abattre un autre drone que de pogner un gars qui est par terre, Ouais. ou un camion, ou une ambulance qui est par terre. J'ai reçu Justin Massier à l'émission, au podcast, il y a quelques semaines. Il me parlait que la Russie allait produire jusqu'à 15 millions de drones par année. Comme tu as mentionné, les chiffres ukrainiens sont difficiles à connaître, mais on sait que non seulement les Ukrainiens produisent, mais ils sont très innovants. J'écoutais avant de venir ici, pour la première fois, selon ce que j'entends, un drone sous-marin a livré un drone terrestre sur les côtes. Hier, oui. Oui, c'est ça. Donc, on est rendu à un autre niveau là, avec les drones. On est rendu à un autre niveau. Ils sont très, 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 très. euh, et la chose qui les différencie de nous, les Ukrainiens, c'est qu'il n'y a pas de délai entre le besoin sur le champ de bataille et la livraison du besoin. Ici, il faut que ça passe par le lieutenant, le capitaine, le major. Là, ça va à Ah oui, par, Ottawa. par PSPC, ICED et tout, Puis là, ça va à on sort de la Ottawa. défense, là. Là, quand on est à Ottawa, là, ça passe du bureau du colonel un tel au colonel un autre tel, au lieutenant-colonel un tel, au général un tel. Puis là, après ça, Mme Smith, puis Mme O'Connor, puis Mme O'Keefe, puis Mme McCauley, puis etc. Ça finit plus, ça prend des années. Le gars, le commandant de peloton en Ukraine, quand ces gars ils disent ça nous prend ça, il appelle directement à l'usine. Mais Es-tu capable de modifier tes drones pour qu'ils fassent telle affaire? bon, j'ai entendu d'autres choses aussi, de plusieurs sources. Le fameux Amazon des drones. C'est-à-dire que en ligne, ils ont un site web où tu peux aller acheter des drones. Tu peux avoir des points parce qu'il faut que tu enregistres tes kills. Dans le fond, c'est qu'est-ce que tu as abattu une personne, un tank, quoi que ce soit. Et ce qui permet d'envoyer aux meilleures unités l'équipement parce qu'ils s'en servent à bon escient. Il y a toute une question éthique derrière ça. Je ne sais pas si on va embarquer là-dedans, mais c'est extrêmement efficace pour dire on n'encourage pas les pertes, On encourage le succès. on encourage le succès, exactement. C'est réel, ça. Oui, mais si tu es d'un coin, là, ou si tu es entre Kherson puis Zaporizhia, là, sur la petite pointe, là, où il se passe pas grand-chose, là, tu n'auras pas de kill parce qu'il n'y a pas d'activité russe de Ouais. l'autre bord. Fait que toi, tu vas être pénalisé, tu sais, juste parce que Mais tu d'un es autre un côté, il y a couche. peut-être moins de besoin d'en avoir aussi, là. Pour l'instant. Ouais. Pour l'instant. Puis probablement pour un futur assez envisageable parce qu'ils sont plus capables de déménager leurs soldats. Mais Ouais. Et tu as mentionné aussi, tu sais, ils appellent à l'usine. Ce que j'entendais aussi par rapport aux drones, c'est que, bon, tout le complexe militaro-industriel qu'on connaît aux États-Unis vont te charger 5 fois le prix pour un drone. Et l'autre problème aussi, c'est que ton drone il est très sophistiqué. Alors, si tu as une petite composante qui brise, il faut le renvoyer jusqu'aux États-Unis pour le remplacer. Ce que je comprends, c'est qu'en Ukraine, on privilégie la technologie de base qu'on peut rapiécer sur le champ de bataille, renvoyer à l'avant, c'est ça?
L'exemple historique existe. On peut toujours faire référence à l'histoire. L'histoire, ça explique tout. Avec un historien comme toi. Comme toi. Ils interviewaient, c'est une joke là, qui se racontait à la Deuxième Guerre. Les chars d'assaut américains, les Sherman, étaient horribles. Mhm. Ils appelaient des Ronson parce que Ronson, c'était une marque de briquet, parce que dès qu'ils étaient frappés, ils brûlaient. J'ai même parlé à des vétérans canadiens qui avaient été, un qui avait été brûlé dans un Sherman à Ortona, en Italie. Ouais. Mais pour en revenir à ça, c'est que les Américains, eux autres, ils produisaient en masse, en masse, en masse, en Avec masse la des technique Sherman. Ford, avec le. Tandis que les Allemands, les chars étaient parfaits, c'était sophistiqué, c'était du BMW, du Mhm. Mercedes, les chars Tigre. Mhm. Alors, il demande au commandant du char Tigre, qui est prisonnier, comment ça que tu es prisonnier? Il dit, moi, là, il dit, avec mon Tigre, là, il dit, les Sherman, là, j'en ai 6 de suite. Le problème, c'est qu'il y en avait toujours un septième. Alors, c'est OK. ça, c'est exactement la philosophie des Ukrainiens avec les drones, c'est qu'il y en a toujours un septième, puis un huitième, puis un neuvième, puis un dixième. D'en envoyer un autre derrière. Et les soldats russes, qui sont la source principale de renseignement, depuis au moins un an, qu'ils Mhm. appliquent une technologie, là, c'est-à-dire de la sécurité OPSEC là, maximale Ouais. en Ukraine. Notre principale source de renseignement, c'est les emails puis les les Ouais, parce messengers que. des soldats russes. Ouais, mais aussi, au début, je sais que leur communication n'était pas encryptée non plus. En Comme plus, les Russes, littéralement, l'armée russe qui est rentrée s'envoyait des communications, en on plus. dirait, en clair sur le champ de bataille, en dévoilant leur position et aussi, des fois, en dévoilant carrément qu'ils étaient perdus, là, Ben oui. qu'ils ne savaient pas où ils se trouvaient. Ben oui, c'est pas mal typique des Russes. J'ai tout relu mes livres d'histoire sur la Mhm. Deuxième Guerre, sur la campagne russe. Il y a des livres quand même assez détaillés, écrits par le docteur, un autre médecin historien, docteur Prit Boutard, qui a OK. écrit, il a écrit des dizaines de livres sur ça. Et je les ai relus en voulant comprendre à quel endroit les Russes, à quel moment de l'histoire les Russes avaient perdu cette capacité-là de travailler en combined arms, Oui, pour utiliser un ça me- terme ouais. chinois. Et je me suis aperçu qu'ils ne l'avaient jamais appris. C'est très, très hiérarchisé. Il n'y a pas le commandement de mission, le mission command qu'on a. Les ordres viennent d'en haut. Et puis, il y a je sais pas si je peux le dire, mais il y a un disregard pour les pertes un peu. Dans le fond, il y a C'est pas exact. il y a très peu d'intérêt pour les pertes. C'est exact. Ça a toujours été la masse. Comme Deuxième Guerre mondiale, ça a été la masse, puis Dieu sait qu'ils en ont de la masse. Mais c'est un peu la même chose qu'on voit en Ukraine. C'est on pousse des gens au front sans jamais nécessairement considérer le taux de perte qui est extrêmement élevé. Les dernières paroles d'un sous-lieutenant de l'armée canadienne à la guerre, c'était tout le temps: suivez-moi. Les dernières paroles d'un sous-lieutenant russe, c'est apporte-moi encore de la vodka, puis vous autres attaquez. Ouais. Alors, c'est une différence de mentalité. Eux autres, ils n'ont pas de sous-officiers, ils n'ont pas de corps de sous-officiers, donc il n'y a personne pour prendre les soldats en main. Et j'ai jasé personnellement dans les années 70, parce que j'ai servi en Allemagne dans les années 70, puis je baragouine allemand. J'étais le seul de mon unité à baragouiner allemand. Fait Mm. qu'ils m'ont envoyé servir avec l'état-major d'une division allemande à laquelle on était attaché. Et j'ai servi avec des vieux, vieux bonhommes qui avaient 50 ans, 55 ans, mais qui étaient des vétérans de la Deuxième Guerre Il était pas jeune. dans la Wehrmacht. Non, c'est ça, ils n'étaient pas jeunes. Qui étaient des vétérans de la Deuxième Guerre dans la Wehrmacht. Puis les histoires qu'ils m'ont racontées, c'était difficile à croire. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, après la chute du rideau de fer, nos historiens ont traversé pour avoir accès aux archives de la Wehrmacht. Puis ce qu'ils m'avaient raconté, c'était la vérité. Un exemple, à un moment donné, une percée, les Russes utilisent une masse épouvantable de chars d'assaut T-34, KV-1, Sherman aussi, Mhm. et de l'infanterie là, envoyée à l'abattoir. Réussissent à percer la ligne allemande, puis avancent. La ligne est percée, généralement. Oh, pas de problème. On va envoyer telle unité la bloquer. Les autres, on ne recule pas. La ligne est percée, c'est pas grave. Ouais. Parce que l'unité russe qui a percé, les survivants, quand ils vont manquer de gaz, parce que le supply, c'est pas leur forte. Fait que quand ils vont manquer de gaz, ils vont s'arrêter. Puis ils vont attendre. Ça, c'est un exemple que j'utilise. Je ne sais même plus si c'est une légende urbaine ou non, mais les Russes, la doctrine soviétique pour faire une brèche dans un champ de mine anti-char,
c'est d'envoyer des véhicules. Quand le premier véhicule saute, on se range derrière et on le pousse. Le Dieu sait qu'est-ce qui arrive au personnel de l'équipage qui est à l'intérieur, qui saute, peut sauter sur 4-5 000 avant de sortir. Oui. C'est vraiment l'idée qu'on a une masse de troupes, on a un nombre incroyable et on peut avoir des pertes qui seraient complètement inacceptables ailleurs. Inacceptable ailleurs. Et d'ailleurs, pendant la Deuxième Guerre, ils arrivaient dans un endroit qu'ils voulaient percer, puis ils savaient que les Allemands avaient mis un champ de mines. Ils allaient prendre les gens dans le Ouais, village, puis ils leur disaient tenez-vous la main, puis traversez le champ. ouais, je ne suis pas surpris non plus. Euh, je vais parler encore des drones, parce qu'on parle souvent des drones aériens, mais ils ont fait une utilisation assez incroyable des drones maritimes. Tu as mentionné le contrôle de la mer Noire. J'écoutais justement avant qu'on se parle, je pense qu'ils ont frappé comme plus qu'une centaine de pétroliers dans les derniers jours. Ils frappent des pétroliers pour un pays qui n'a pas de marine. On sentirait que les Russes sont pris dans leur propre détroit d'Ormuz en ce moment. C'est pire. Parce que c'est des pétroliers qui frappent. Ce sont des petits pétroliers qui sont faits pour remonter le Don. Mhm. Parce que la Volga, elle débouche dans la mer du jus d'orange, la Volga jus d'orange. Mais la Volga, elle débouche dans la mer Caspienne. Et là, ce qu'ils font, ils prennent des navires qui livrent du pétrole et de la gasoline et du diesel le long des rivières russes, parce qu'eux autres, ils ont communiqué leur grosse rivière, le Don, le Dniepr, parce que ça, c'est le Dniepr qu'on voit là. Le Don arrive à peu près ici. Et ils les font communiquer avec des canaux. Fait qu'il est possible de naviguer partout en Russie. Ouais. Sur des... Et donc, ce sont des petits pétroliers de rivière qui ne sont pas faits pour prendre la mer. Fait que là, quand ils sortent, je te dis, ils suivent la côte pas mal serrée, ce qui est plus facile pour les Ukrainiens de Plus les donner facile de de la les mer. engager, exactement. D'ailleurs, hier, j'avais les derniers chiffres hier, qui étaient autour de 75. Puis il y a quelqu'un qui disait 90. Puis là, tu m'apprends 100. C'est incroyable. J'écoutais The Telegraph ce matin, puis on était rendu à 100. Peut-être pétroliers et autres navires, mais je veux dire, dans les derniers jours, pas dans les derniers mois. C'est capoté. Ah, c'est énorme, c'est ça. Écoute, il ne reste pas grand temps, mais la guerre dure depuis plus longtemps que la Première Guerre mondiale, je crois. On est Oui, rendu je à pense que 4 ans oui. et Je pense que oui. 150 jours. Euh, Au début, j'étais de ceux qui pensaient que Kiev allait tomber rapidement. Je pense que j'étais pas tout seul. Moi aussi. Exactement. Je pense que Je, je croyais que Zelensky allait se faire abattre avec sa belle famille je me assez confesse. rapidement. Je lui aurais suggéré de quitter. Peut-être que les Ukrainiens savaient des choses qu'on ne savait pas parce qu'ils sont restés, ils ont repoussé. Ça s'est vraiment comme vraiment stabilisé sur un front qu'on voit ici, les quatre oblasts. Comment est-ce qu'on se sort de ce Oh, bourbier? je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que les Russes sont les maîtres dans les fortifications, dans les positions fortifiées. Mm. Si tu lis des comptes rendus là, un peu détaillés de la bataille de Kursk en juillet Mhm. 43, c'est une ligne après La l'autre, plus après grande l'autre. bataille de chars d'assaut de l'histoire. Ouais, qui serait une légende en Ah, passant. OK. Et la plus grande bataille se serait passée en Normandie. Avec des chars d'assaut? OK, je Oui, n'étais pas au courant. il y a des Américains et des Russes qui, avant cette guerre-là, ont démystifié ça. OK. Le général qui avait écrit cette scène de bataille-là, elle l'avait complètement inventée pour éviter de dévoiler qu'il avait envoyé ses chars 12 par 12 à la fois, qui avaient tous été détruits 12 à la J'ai fois. toujours dit que la vérité, c'est la première victime de la guerre. Ça se trouve dans les troupes aussi. Mais moi, je ne vois pas de sortie de crise du sens que soit qu'un pays ou l'autre prend le dessus et arrive à repousser. Parce qu'ils sont vraiment entranchés là. Tu as mentionné que les fortifications russes sont impressionnantes. Je crois, corrige-moi si je me trompe, que si l'Ukraine venait à perdre ce bout de terrain-là, le terrain, le terrain est assez ouvert pour aller prendre Kiev par la suite. Est-ce que je me trompe? C'est plus ouvert, oui, c'est plus ouvert. Maintenant, ils ont des problèmes de manpower, eux autres aussi. Oui, Alors, non, ça ne se gagnera pas sur le champ de bataille. ça va être une négociation, ça va être politique. Soit ça, soit que ça va se gagner sur le point de vue économique, la Russie va s'effondrer. Ce qu'on espère un peu. Des fois, c'est mieux quand tu es dans la poêle à frire que de sauter dans le feu. Il n'y a pas d'ordre social en Russie depuis des décennies. Mhm.
ça va être des mafias qui vont prendre les contrôles des régions, ça va se battre entre eux. Ça Ouais. va être, comme Ben, disait, écoute, ils ont vécu ça en 91 quand le pays s'est effondré. Il y a eu quelques années difficiles, mais il n'y avait pas ça de s'est guerre. replacé. Non, effectivement. Il n'y avait pas de guerre dans ce temps-là. Ouais. Puis comme disait l'instructeur en chef à Valcartier du TCCC, ça va être le chaos. La chance. Un mot très français. Écoute, Marc, je te remercie beaucoup pour la mise à jour. Je sais que tu me suis aussi. J'écris beaucoup moins sur l'Ukraine parce que je me fie beaucoup à ce que toi t'écris. Je trouve ça très intéressant. Merci de nous mettre à jour. J'ai un peu la même lecture que toi, c'est-à-dire que on est dans une impasse. On parle de quoi? Des gains de peut-être quelques mètres par mois? C'est, je veux dire, Récemment, ils ont pris peut-être 4-5 villages dans le coin quand on parle de village, tu sais, c'est un champ à la ouais, fois. Tu sais. exactement. Ouais. Écoute, je te remercie de la mise à jour. Je pense que ça va être très apprécié. Merci de Et m'avoir. Je suis très honoré de participer à ton ben, émission. je suis très honoré de t'avoir. Merci beaucoup. Alors, merci de nous avoir suivis dans cet épisode du podcast. Je suis toujours à la recherche de commanditaires. Si vous êtes intéressé, ma chaîne est sur YouTube, Le Nord Stratégique. Vous pouvez me trouver assez facilement. Alors, j'apprécierais beaucoup si quelqu'un voulait nous aider à avoir des experts comme Marc dans ces rencontres-là. Merci.